Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons appliquer les principes fondamentaux de la mécanique mis en place dans la précédente vidéo, à savoir notamment la position, la vitesse et l'accélération d'un point. Avant de pouvoir suivre cette vidéo, je vous conseille de regarder l'épisode précédent en fiche et en description. Ici, on va s'intéresser à la mécanique de la chute d'une balle de pétanque lancée depuis la pointe de la tour Eiffel, en fonction des équations de Newton. Puis, on estimera les dégâts que le choc occasionnera une fois la boule arrivée sur le sol. Maintenant que toutes ces notions sont bien mises en place, on va pouvoir mettre en œuvre les lois de Newton. Newton, vous le connaissez sûrement, c'est un physicien et mathématicien hors pair, responsable de grandes découvertes et qui a révolutionné la physique tout entière. Il est notamment connu pour ses 3 lois portant le même nom que lui. Nous allons nous intéresser à la première, puis à la seconde de ces lois. Si la théorie ne vous intéresse pas, vous pouvez directement cliquer sur le timecode qui s'affiche actuellement en fiche ou dans la description et passer directement à l'application. Pour appliquer les lois de Newton, nous devons être dans un référentiel galiléen. Or, rappelez-vous, on a déjà vérifié ça dans la partie introduisant les référentiels. On peut donc appliquer la loi. La première loi de Newton signifie que si aucune force ne s'exerce sur un système, ou qu'elle s'annule toutes, alors son vecteur vitesse reste le même au cours du temps. Il est constant. Grâce à cette définition, on peut définir la grandeur quantité de mouvement, notée petit p. Cette grandeur est liée par la relation vecteur p égale m fois vecteur v. Avec p, cette quantité de mouvement en kg fois des mètres divisé par 2 secondes, m, la masse du système en kg, et v, sa vitesse en mètres par seconde. Logiquement, si la vitesse est constante, la quantité de mouvement l'est également. Et c'est censé représenter quoi, cette quantité de mouvement? Très bonne question. Prenons un exemple assez triste, le cas des accidents. Si une voiture rentre dans un mur à une certaine vitesse, le choc sera bien moins important que si c'était un camion lancé à la même vitesse. Pourquoi? Parce que le camion est plus lourd que la voiture, donc sa masse m est plus grande, et donc son vecteur quantité de mouvement l'est également. La seconde loi de Newton stipule que la somme des forces est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. C'est-à-dire que somme des forces égale la dérivée du vecteur p sur la dérivée du temps. Or, si l'on remplace ce qu'on a vu précédemment, on obtient somme des forces égale la dérivée de m fois le vecteur v sur d de t, avec p égale mv. Donc, somme des forces égale d de m sur d de t fois le vecteur v, plus d de vecteur v sur d de t fois m, car f' de a fois b égale f de a fois f' de b, plus f' de a f de b. C'est la formule de la dérivée d'un produit. Or, la dérivée d'une constante est nulle, donc la dérivée de m par rapport au temps est égale à 0. Donc, en sachant que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, comme dit dans la précédente vidéo, on a somme des forces égale la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps fois m, qui est égale à l'accélération fois la masse. On a donc somme des forces égale la masse fois l'accélération, avec a l'accélération en mètres par seconde au carré, et m la masse du système en kilos. Ça y est, on va enfin pouvoir commencer les calculs et déterminer cette trajectoire. On considère qu'on jette la boule de pétanque depuis le haut de la tour Eiffel, au niveau de sa pointe, à une hauteur de 324 mètres. On associe cette boule de pétanque à un point matériel qu'on appellera M. On peut également préciser que, si l'on oublie les frottements, la seule force qui s'exerce sur le système est l'action de la gravité par son poids, qu'on note par une flèche comme ceci, et on note le vecteur G sur le graphe. Sa flèche pointe vers le bas. En effet, sur Terre, on est bien attiré vers le sol. Ainsi, vecteur G a pour coordonnées Gx de t qui est égal à 0, et Gy de t égale moins G, avec G la valeur moyenne de la pesanteur en France. Par la suite, on aura besoin de ce qui s'appelle les conditions initiales, c'est-à-dire comment était l'objet tout au début. C'est maintenant à vous de réfléchir. Sachant qu'on lâche l'objet sans force initiale, quelle sera sa vitesse et sa position à t égale 0? Au départ, on lâche l'objet sans lui inclure de force initiale.
Donc, vecteur v de 0 a pour coordonnée vx de 0 qui est égal à 0 et vy de 0 qui est égal à 0. De plus, le système étant positionné au niveau de la pointe de la tour Eiffel à 324 mètres lors du début de sa chute, on aurait donc vecteur OM de 0 a pour coordonnée x de 0 égale 0 et y de 0 égale 0. Cependant, on va déplacer ce repère légèrement vers la droite de 5 mètres, tel que x de 0 égale 5 pour des questions de lisibilité. D'après la seconde loi de Newton, somme des forces égale la masse fois le vecteur accélération. Or, si l'on ne considère que son poids, somme des forces égale poids égale mg. D'après la formule du poids, P égale mg. Donc, on peut écrire m fois le vecteur g égale m fois le vecteur a. Et si l'on simplifie par la masse m, vecteur g égale vecteur a. Donc, vecteur a a pour coordonnée ax de t qui est égal à gx de t qui est égal à 0, et de même ay de t qui est égal à gy de t qui est égal à moins g. Pour trouver la vitesse de la balle, on doit calculer la primitive de l'accélération, c'est-à-dire l'inverse de la dérivée. Ainsi, v correspond à une primitive de a à une constante près. Si vous voulez revoir les notions de primitive, qui sont l'inverse des dérivées, vous pouvez consulter la vidéo de Ivan Monka à ce sujet. Ainsi, on note vecteur v de t égale intégrale entre 0 et t de vecteur a de t' dt' plus une constante. Ou, par abus de notation, vecteur v de t égale intégrale de l'accélération d de t plus une constante. Petite parenthèse, dans ces vidéos, on utilisera la notation intégrale de quelque chose d de t, gardez cependant à l'esprit que c'est la même chose que de dire la primitive de quelque chose à une constante près. C'est juste une notation. Cette constante sera déterminée par les conditions initiales. On notera donc vecteur v de t égale intégrale de l'accélération d de t plus vecteur v d rho. Autrement dit, vecteur v de t a pour coordonnée vx de t qui est égal à l'intégrale de ax de t dt plus vx de 0 et vy de t qui est égal à l'intégrale de ay de t d de t plus vy0. Ce qui équivaut à dire que v de t a pour coordonnée vx de t qui est égal à l'intégrale de 0 d de t plus 0 et vy de t qui est égal à l'intégrale de moins g d de t plus 0. Ce qui équivaut donc à v de t qui a pour coordonnée vx de t égale 0 et vy de t qui est égal à moins gt. De la même façon que pour la vitesse, la position constitue la primitive de cette vitesse à une constante près. Maintenant, à vous de jouer. Déterminez la position du vecteur OA. D'après ce qu'on a dit précédemment, vecteur OM de t égale intégrale du vecteur v de t, d de t, plus une constante. Donc, vecteur OM de t a pour coordonnée x de t qui est égal à l'intégrale de vx de t, v de t plus x0, qui est égal à l'intégrale de 0 d de t plus 5, donc x de t égale 5. De même, avec y de t qui est égal à l'intégrale de vy de t dt plus y0, qui est égal à l'intégrale de moins gt v de t plus 0, donc y de t égale moins demi de gt carré. Ainsi, si l'on représente la position des points au cours du temps, on obtient ce schéma. Ici, la courbe de la fonction ne sera pas très parlante, car elle est une simple droite. Donc, on va garder la représentation point par point. On va maintenant pouvoir déterminer les dégâts que la chute de la boule de pétanque occasionnerait lors de son contact avec le sol. Pour estimer le temps de la collision, on doit chercher le temps correspondant au moment où le système atteindra le sol. Puisque le repère est positionné à 324 mètres de hauteur, le sol se situe à y égale moins 324 mètres. Donc, pour trouver le temps correspondant, on doit résoudre l'équation y de t égale moins 324. Encore une fois, à vous de vous entraîner. Essayez de trouver la réponse par vous-même. Bien, l'équation y de t égale moins 324, pour la résoudre, eh bien, ça équivaut à dire que moins demi de gt carré égale moins 324. Donc gt carré égale 648 si on multiplie des deux côtés par moins 2, donc t carré égale 648 divisé par g,
qui est égal à 648 divisé par 9,80, avec g environ égal à 9,81, donc t carré égale 66. Donc ça veut dire que t égale racine de 66, ou que t égale moins racine de 66. Or, le temps est toujours positif, donc on ne garde que la solution positive, c'est-à-dire t égale racine de 66, qui est environ égal à 8,12 secondes. Cela signifie donc que le choc aura lieu au bout de 8,12 secondes de chute, si l'on nommait les frottements de l'air. Pour calculer la vitesse de la collision correspondante, on applique simplement le vecteur v de t a pour coordonnées vx de 8,12 qui est égal à 0 et vy de 8,12 qui est égal à moins 8,12 g qui est égal à moins 79,7 mètres par seconde. Pour trouver la vitesse correspondante à ce vecteur, on va faire la norme du vecteur v, c'est-à-dire qu'on va trouver sa longueur, telle que v égale racine de vx carré plus vy carré, qui est égal à la racine de 0 carré plus 79,7 au carré, qui est égal à la racine de 79,7 au carré, qui est égal à 79,7 mètres par seconde, qui est environ égal à 80 mètres par seconde. Donc, la boule heurtera le sol à une vitesse de 80 mètres par seconde, ou de 80 x 3,6, qui est égal à 287 km/h si on fait la conversion. L'énergie cinétique d'un corps à un temps t est l'énergie qu'elle possède à ce moment. Elle est donnée par la relation énergie cinétique est égale à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, avec m la masse de l'objet en kilos et v sa vitesse en mètres par seconde. D'après le tutoriel choisir ses boules de pétanque, j'ai vraiment lu ça, une boule de pétanque normale pèse près de 800 grammes, environ 0,8 kg. Donc on a énergie cinétique qui est égale à 1/2 fois 0,8 fois 79,3 au carré, qui donne 2500 joules. Et ça fait 2,5 kJ. Si la boule heurtait un pavé, ce dernier serait fracassé par le choc. Je vous laisse donc le soin de vous imaginer ce que ça pourrait faire à vos têtes. Dans cette vidéo, nous avons introduit les principes de la mécanique introduites par Newton et les avons mis en équation. Puis, nous avons estimé les conséquences que produirait la chute d'une boule de pétanque lâchée depuis la pointe de la tour Eiffel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo illustrant la base de la mécanique. N'hésitez pas à me proposer un sujet de nouvelles vidéos dans les commentaires. Les sources et des ressources pour en savoir plus sont disponibles dans la description. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez partager cette vidéo afin de me faire connaître, vous abonner, ou même me faire un don sur Tipeee. À la prochaine!